Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la police de sécurité du quotidien. Gérard Collomb vient de donner le coup d'envoi de la réforme depuis l'école militaire à Paris. Et c'est une nouvelle police que lance le ministre de l'Intérieur. Une police respectée, connectée, sur mesure et même partenariale. Ce sont les mots qu'il emploie dans une interview au Monde cet après-midi. 30 quartiers difficiles sont prioritaires avec des effectifs supplémentaires. 20 départements seront mieux accompagnés. Voilà pour les ambitions affichées. Est-ce un réel tournant dans l'histoire de la police française ou une vraie fausse révolution? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Vincent Jauvert, auteur d'un livre brûlot contre les hauts fonctionnaires d'État, à Anne-Sophie Beauvais, directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po. Le spécialiste de l'investigation à l'Obs accuse à coups de témoignages et de documents inédits les hauts cadres ministériels dans Les Intouchables d'État. Rémunération exorbitante, conflit d'intérêts, entre-soi, des critiques assez violentes auxquelles veut répondre la rédactrice en chef du magazine Émile. Le débat est à suivre. L'entretien du jour, nous recevons Aude Loriot. Elle publie avec Mathilde Larère Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance. Des dizaines d'entretiens avec des responsables politiques qui disent toute la même chose. Être une femme en politique, c'est s'exposer au sexisme, au mépris, pire, à l'ignorance. Elle nous expliquera tout cela. Mais d'abord, cette police de sécurité du quotidien. Jusqu'ici, le concept était un peu flou et les policiers relativement sceptiques. Gérard Collomb ouvre-t-il une nouvelle page? On va en discuter dans un instant. D'abord, ce point complet de Samia Dechir. Pas de pupitre ni de discours. L'annonce de la nouvelle police de sécurité du quotidien se voulait informelle. Des questions-réponses à la manière d'une émission de télévision avec plusieurs participants, dont Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur n'a rien dévoilé de plus que ce qui était déjà annoncé dans la presse. Il a confirmé la création de 10 000 postes dans les forces de l'ordre pendant le quinquennat. Dans les 5 ans qui viennent, c'est l'engagement du président de la République. Nous allons créer 10 000 postes en 2018-2000. Sur 2019 et 2020, 2 500 par an. Et entre 2021 et 2022, 1 500 par an. Des effectifs supplémentaires qui aideront à renforcer les équipes dans les zones les plus difficiles. 30 quartiers de reconquête républicaine vont être créés d'ici 2019. Ils bénéficieront chacun de 15 à 25 policiers supplémentaires. Lorsque la loi n'est plus là, ce qui fait la loi, c'est la loi du plus fort. Et nous ne pouvons accepter qu'il y ait un certain nombre de quartiers qui soient effectivement en dehors des lois de la République. Pour renforcer le lien entre police et citoyens, des référents des conseils de quartier seront en lien avec un correspondant de leur commissariat local. Enfin, en zone rurale, 500 gendarmes supplémentaires seront affectés aux 20 départements les plus exposés à la délinquance. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Patrick Lefebvre, bonsoir. Vous êtes secrétaire national de Force ouvrière police municipale. Jacques Demaillard, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles, spécialiste des questions de sécurité intérieure et auteur de sociologie de la police. Philippe Dallier, sénateur LR de Seine-Saint-Denis. Éric Lejoindre, maire PS du 18e arrondissement de Paris, concerné justement par l'expérimentation de cette PSQ, police de sécurité du quotidien, à partir de septembre prochain. Merci à tous les 4 d'être ici. Avant de vous interroger point par point sur le contenu de cette réforme, je voudrais votre sentiment global sur ces annonces. Est-ce que tout de même il y a un petit peu moins de flou aujourd'hui? Est-ce que vous y voyez un tournant dans l'histoire de la police, Patrick Lefebvre? Non, moi pas vraiment. Pas vraiment. Je vois pas grand-chose de nouveau que l'on ne connaissait déjà. Je disais tout à l'heure à l'un de nos interlocuteurs que ça fait 25 ans ou 30 ans que je vois des projets qui tournent autour de la collaboration entre l'État, les collectivités, les bailleurs. Et à chaque fois, ces projets sont avortés pour X raisons, ou ne sont pas menés à terme, ou sont inefficaces. Donc aujourd'hui, moi j'ai quand même un petit sentiment de réchauffer. Vous restez sceptique? Je reste sceptique. Nouvelle façon de faire de la police, oui, pourquoi pas. Qu'on nous donne des moyens, la reconnaissance, le soutien de nos autorités. Le reste, on sait faire. Philippe Dallier, vous êtes d'accord? On est très loin du tournant annoncé ou tout de même vous y voyez quelques nouveautés, quelques avancées? Enfin,
tournant annoncé. Écoutez, nous verrons dans le détail quand les choses seront mises en place. Ce sont des moyens supplémentaires, tant mieux. Ceci étant dit, 30 quartiers à l'échelle nationale, moi je peux vous donner 30 quartiers en Seine-Saint-Denis où effectivement je pense qu'on aurait besoin de forces de police supplémentaires. Une nouvelle manière, j'allais dire, de pratiquer sur le terrain, nous verrons bien. Effectivement, il va y avoir des moyens numériques. Ça permettra de s'adapter à la réalité du terrain. Il y a la question de la relation police avec tous ceux qui, dans les quartiers, ont affaire à la police, ce qui n'est pas un mince sujet. Donc, il y a un certain nombre de choses qui me semblent aller dans la bonne direction. Maintenant, c'est l'échelle des moyens qui, moi, me semble encore très loin des besoins. Et dans un département comme le mien, il faut parler de la police, mais oui, il faut aussi parler de la justice. Le procureur de Bobigny a rappelé il y a quelques semaines que le taux de réponse pénale était de 31% en Seine-Saint-Denis quand il est de plus de 50% au niveau national. Donc je crains que ça ne soit pas les quelques moyens supplémentaires en matière de police seuls qui nous aident à régler les problèmes auxquels nous avons à faire face. Jacques de Maillard, on parle beaucoup d'ailleurs de cette police de proximité créée il y a 20 ans par Lionel Jospin. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau par rapport au concept ? Ils se sont attachés à se démarquer du concept de police de proximité. Là, ce que je remarque comme étant la plus grande nouveauté, c'est que la police de proximité reposait sur une doctrine qu'ils ont établie dans la durée, qui était relativement claire et qu'ils ont essayé d'imposer ensuite localement et donc de façon assez standard. Là, ils ont pris une technique qui est strictement l'inverse. C'est qu'ils ont dit, en définitive, on a des axes très généraux et c'est une méthode et on va s'adapter au territoire. Donc en fait, ce qu'ils valorisent beaucoup, c'est les remontées d'initiatives et la présentation était beaucoup axée d'ailleurs sur ces initiatives conduites à Meudon, conduites dans le département de l'Aisne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, je pense, dans la démarche du ministère de l'Intérieur. Là où ils ont été très précis, et de ce point de vue-là, le terme de police de sécurité du quotidien est un petit peu trompeur. Il y a une dimension de modernisation de la police nationale et de la gendarmerie. Ils ont été très précis sur les tablettes, effectivement, qu'ils vont utiliser. C'est quelque chose d'intéressant. Ils ont été relativement précis sur leurs objectifs en matière de simplification de la procédure pénale. En revanche, il y a des idées intéressantes, mais qui restent, au moment où on se parle, relativement incertaines sur l'engagement que ça représente. Ils ont parlé de décentralisation, mais assez peu du métier de policier lui-même sur le terrain, si ce n'est pour dire, voilà, ils sont lassés ou... on va entendre cela d'ailleurs, absolument. Mais sur le contenu du travail, qu'est-ce que c'est qu'un policier sur le terrain? Qu'est-ce que c'est qu'être brigadier? Qu'est-ce que c'est que résoudre le problème de la population? On a entendu un peu moins de choses, donc sur ça, il y a peut-être une vision un peu encore descendante. Le deuxième point, c'est sur la formation. On a entendu des choses très intéressantes sur la formation, mais c'est là où le chiffrage sur ce que ça annonçait, une formation plus en lien avec les territoires, était moins précis. Donc c'est vrai qu'on sort de là en se disant, attendons de voir, des pistes intéressantes sont lancées sans que le détail, dans l'accueil des victimes également, soit complètement précisé. Éric Lejoindre, c'était tout de même censé être non pas un discours, mais au moins des déclarations un petit peu plus précises sur cette police de sécurité du quotidien dont on parle depuis des mois. Est-ce que pour vous, il y a eu assez de précision? Je rappelle que votre arrondissement va être concerné par l'expérimentation dès septembre prochain. Moi, je crois qu'il y a des éléments de permanence qui sont des éléments de permanence, j'ai envie de dire, positifs. On est dans cette idée que pour créer de la sécurité, il faut travailler ensemble. Les collectivités locales, les polices municipales là où elles existent, dans la ville à Paris, c'est la situation est un peu différente, les acteurs, l'ensemble des acteurs du champ de la prévention. Donc je pense que cette coproduction de la sécurité, elle est réaffirmée et c'est un élément positif. Je crois aussi, et j'en vois un élément positif supplémentaire, je crois aussi que l'État a pris conscience de la diversité des territoires et de cette idée qu'on ne fait pas de la police exactement de la même manière, y compris sur un territoire comme celui du 18e arrondissement de Paris, dans un quartier qui reçoit 12 millions de touristes par an ou dans un quartier qui est concerné par des phénomènes de deal. Donc pragmatisme, on s'adapte. De ce point de vue-là, je pense que c'est la réaffirmation de principes qui sont importants. Il y a la question des moyens. Moi, j'ai constaté que depuis quelques années, nous avions plus de moyens dans le 18e et c'est une chose positive. Donc, il faut que ça continue parce qu'on ne fait pas de sécurité sans moyens humains sur le terrain. Et puis, il y a, et c'est là-dessus que moi j'ai plus à ce stade d'interrogation, la nécessité de bien comprendre où ils veulent aller. La police de sécurité du quotidien, moi je pense que c'est tout à fait essentiel qu'il y ait une bonne relation et une bonne discussion avec la population. On a dans le 18e étendu le périmètre de ce qu'ils appelaient à
l'époque la ZSP, peu importe d'ailleurs comment on les appelle. La réalité, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une police qui soit capable de se mobiliser sur des points spécifiques, la brigade des stupes sur le stup, la brigade de répression du proxénétisme, et qu'on soit capable, dans cette approche territoriale, non seulement d'avoir des policiers de terrain, et c'est essentiel, mais aussi d'avoir la capacité à mobiliser des forces spécifiques pour faire face aux différentes problématiques du territoire. C'est là-dessus qu'on va continuer à travailler. Nous, on travaille avec le préfet de police, avec la commissaire du 18e, avec le commissaire du district depuis plusieurs mois sur comment on réétudie la situation sur ce territoire du 18e et du 10e d'ailleurs, de cette nouvelle zone que moi j'appelle toujours ZSP, je ne sais pas comment elle s'appelle vraiment, mais bon. Et comment on travaille, comment on adapte, et ça je pense que c'est assez riche comme démarche. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on regarde précisément les nouveautés de cette journée. Évaluation de la police par les Français eux-mêmes, c'est ce que déclare Gérard Collomb dans cette interview au Monde. Un référent de quartier chargé de faire le lien avec la police, et vous le disiez, vous l'avez même nommé coproduction de la sécurité, c'est un peu ça, faire travailler ensemble commissaires, magistrats, bailleurs sociaux, principal de collège, animateurs de quartier et élus. Un commissaire de Strasbourg présent à l'école militaire cet après-midi en a parlé, écoutez. Pour réussir, la police de sécurité du quotidien doit être une production collective. Cela passera aussi par l'implication forte de la police municipale. Il faudra aussi travailler avec les compagnies de transport urbains, des bus et des trams, c'est-à-dire les favoriser encore davantage dans ces quartiers. Il faudra aussi travailler avec l'éducation nationale, notamment sur le suivi des jeunes, et encore développer le centre de CLJ de la police nationale. Enfin, avec les bailleurs, au sein des cellules de veille partenariales, les actions quotidiennes et la mission de travail sur les squats et les incivilités devra être optimisée. Voilà, alors cette idée de coproduction de la sécurité est déjà très commentée. Philippe Dallier, pour vous, y arrivez-vous ? Écoutez, j'ai l'impression qu'on redécouvre la Lune. Moi, j'ai été maire pendant 22 ans de ma commune en Seine-Saint-Denis. On a tous des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. On met tout le monde autour de la table, police, formalisé, justice, avec des vraies réunions régulières. Oui, avec des réunions thématiques. Alors après, c'est plus ou moins productif. Mais en tous les cas, à intervalles réguliers, on met tout le monde autour de la table et en dehors de ces grandes réunions, on se parle. Et entre les maires, puisqu'on parlait de police municipale, là aussi, moi, en 20 ans, j'ai vu l'évolution. On a quand même fait de gros progrès dans la coordination des polices municipales et de la police nationale. Donc voilà, sous cet angle-là, honnêtement, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. Peut-être qu'il y a des endroits où ça fonctionne plus ou moins bien, mais cette coopération, enfin la police chez moi, effectivement, les relations avec les principaux de collège, avec les lycées, tout ça, ça fonctionne et ça fonctionne bien. C'est plus un problème d'effectifs, je le redis, sur le terrain. Et alors, quant à l'idée de faire noter la police par la population, bon... Ça, c'est nouveau. Ouais, écoutez, c'est pas... Aucun intérêt. Ça sera peut-être encore du gadget, où ça peut permettre d'avoir une courbe de température, mais moi, je préférais qu'on conserve les statistiques, parce que j'ai vu qu'il en avait été question. Le ministre avait dit, il faut plus s'attacher autant aux statistiques qu'avant. Écoutez, moi... Plus une politique de chiffres. Oui, écoutez, moi, je souhaite que les maires, en tous les cas, puissent... tous les mois, comme c'est le cas jusqu'à présent, avoir les statistiques dans leur commune, parce que c'est quand même un bon indicateur à partir du moment où ces statistiques ne sont pas manipulées, où les plaintes ne sont pas transformées effectivement en autre chose. Voilà, donc je souhaite qu'on garde ces statistiques parce que c'est aussi un outil, un bon indicateur de l'activité sur le terrain. Patrick Lefebvre, j'aimerais vous entendre sur cette question. Être évalué par les Français et fin de la politique du chiffre, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, évalué par les Français... Oui, pourquoi pas, mais bon, je suis un peu sceptique sur la nécessité et sur le résultat. Par contre, on n'a pas de crainte. Je veux dire, nous, sur le terrain, la plupart des policiers municipaux n'ont pas de problème particulier ou de plaintes particulières venant des administrés lambda. Le lien existe, c'est ce que vous voulez nous dire. Je pense qu'aujourd'hui, un policier, il a des problèmes avec des gens qui va aller... interpellé, avec des gens qui va surprendre lors d'une intervention de police. Là, il peut y avoir effectivement des problèmes avec ces différentes populations, mais je dirais qu'avec le citoyen lambda, moi, au cours de ma carrière, j'ai 32 ans de carrière, j'ai rencontré très peu de problèmes avec les administrés des communes où j'ai travaillé. Je voudrais juste ajouter, j'ai entendu le commissaire dire... les polices municipales et la police, ça fonctionne. Moi, je ne suis pas certain que ça fonctionne si bien que ça. Et même Monsieur le maire a dit, Monsieur le sénateur, pardon, vous avez dit tout à l'heure. Merci, c'est vrai que ça fonctionne dans les hautes sphères.
Je pense que ce serait plus efficace s'il y avait une réelle relation de terrain établie clairement entre les gardiens de la paix et les policiers municipaux. Toutes les semaines, mon chef de police municipale rencontre la commissaire et ses troupes. Ils font le point toutes les semaines. Voilà. Et moi, je voyais la commissaire tous les mois. Je vous assure que la relation était bonne, de confiance. Bon, voilà. En tous les cas, je peux en témoigner. C'est ce que j'ai vécu pendant de nombreuses années. La problématique, c'est que ce n'est pas le cas partout. Peut-être. Pas le cas partout. Et c'est peut-être pour cela que Gérard Collomb veut cette coproduction de la sécurité. C'est peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le cas partout, Jacques de Maillard. Oui, ça, de toute façon, on est dans un pays complexe, hétérogène. Donc, le fait qu'il le rappelle, c'est une impulsion et ça, c'est positif. C'est-à-dire que c'est à la fois pas nouveau, mais en même temps, de le dire en tant que ministre de l'Intérieur, c'est important. C'est coproduit, la sécurité. Ensuite, peut-être que autant cette coproduction, elle existe, autant ce qu'on pourrait attendre d'une police de sécurité du quotidien, c'est que ce ne soit pas que le commissaire. C'est qu'une police de sécurité du quotidien, c'est d'avoir des gardiens de la paix, c'est d'avoir des gradés qui font la police de résolution de problèmes dans les territoires, qui contribuent à asseoir, consolider la tranquillité publique en lien avec les bailleurs, en lien avec les gardiens, et que cette coopération, en définitive, elle s'opérationnalise. Qu'elle ne soit pas centrée sur les échelons les plus élevés, sur les chefs de service. Et ça, c'est un enjeu qu'il faudra suivre de façon attentive. Deuxième point, sur les statistiques, il ne faut pas opposer, je pense, effectivement, les statistiques de la délinquance à d'autres types d'indicateurs. Là, la façon dont c'est formulé, ça reste encore très très vague. Qu'est-ce que ça veut dire, évalué par la population? Moi, je sous pense... forme de questionnaire, on imagine, en ligne. C'est resté assez générique. Moi, j'étais dans la salle. Je suis assez sensible à l'idée que évaluer le travail policier, il faut multiplier les indicateurs. Les statistiques de la délinquance, ce sont des indicateurs de pilotage intéressants. D'avoir des indicateurs de satisfaction des usagers, ça me semble être intéressant. D'avoir des éléments sur la confiance de la population dans la police, ce sont aussi des indicateurs intéressants. Donc de ce point de vue, la diversification des indicateurs me semble être tout à fait positive et à encourager. Autre nouveauté, enfin vous allez me dire peut-être que ce n'est pas une nouveauté, mais Gérard Collomb insiste beaucoup sur l'association avec les sociétés de sécurité privée, Éric Lejoindre. Oui, je pense qu'il faut contrôler le travail des structures de sécurité privées, qu'elles soient privées ou qu'elles soient, comme par exemple à Paris, des structures de bailleurs qui interviennent de cette façon-là. C'est pas des policiers. Et c'est pas des policiers municipaux, et c'est d'autres structures. Qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une réflexion sur la sécurisation de certains sites. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ne faut pas aller trop loin avec eux? Non, il faut... Je pense que ça ne influence en pas grand-chose la réalité sur l'espace public, que ça influence en pas grand-chose. Après, s'il y a un maître chien dans un immeuble et qu'il ait des relations positives ou qu'il parle avec la police, pourquoi pas? Mais la réalité sur le territoire, sur les terrains, est pas exactement celle-là. Qu'ils aient un dialogue dans les hypermarchés, avec le vigile, pourquoi pas? Mais par contre, qu'il y ait un vrai dialogue entre les structures institutionnelles, ça peut être des polices municipales là où elles existent, ça peut être d'autres structures, la DPSP de la ville de Paris, le GPS, bref, ça oui, mais là encore, moi, depuis que je suis maire et mon prédécesseur avant moi, on a une réunion dite de ZSP tous les 15 jours, avec le commissariat, avec la RATP, avec le cas échéant la SNCF, avec les services de police spécialisés. Et donc ce travail-là, il existe. Il a été renforcé. Peut-être pas avec les bailleurs sociaux, les chefs d'établissement. Les bailleurs sociaux aussi. C'était d'ailleurs le principe de la ZSP à l'origine, y compris d'ailleurs avec le rectorat et avec les principaux de collège, y compris dans une dimension préventive aussi, puisque grâce aux ZSP, nous avons travaillé sur des rallyes citoyens avec les collèges, donc tout ça existe. Mais je suis assez d'accord aussi, il est utile de le réaffirmer, parce qu'on voit bien au bout de 50 ZSP qu'il y a des phénomènes d'essoufflement, et le fait de relancer le dispositif a du sens, mais relancer le dispositif, travailler avec les collectivités bien sûr aussi, mais ne jamais oublier qu'il y a besoin d'une police aussi d'investigation, qu'il y a besoin de services spécialisés, et c'est pas la police de sécurité du quotidien, c'est parfait qu'elle ait des excellentes relations et qu'elle parle aux gens, enfin quand il s'agit de remonter à un réseau de deal, on a besoin, y compris sur ces territoires-là, d'avoir ce travail des services spécialisés. Alors, l'autre grande attente des policiers et gendarmes, c'était la simplification des procédures pénales. Vous en avez un petit peu parlé, la suppression de la lourdeur administrative. Selon le questionnaire, qui a été rempli d'ailleurs par 70 000 policiers et gendarmes sur 250 000, ce qui au passage n'est pas énorme, ils sont 74% à estimer, je cite, que les tâches indues rognent sur leur mission prioritaire. La réponse de Gérard Collomb à ce problème, c'est le numérique. Écoutez. Nous sommes au XXIe siècle, à l'heure du numérique, et nous continuons à agir comme si nous étions au XIXe siècle. On peut numériser, on peut oraliser, et tout cela gagnera du temps.
et permettra de faire en sorte qu'entre les policiers, les gendarmes et les magistrats, on n'ait plus l'impression qu'effectivement les uns et les autres perdent leur temps, plutôt que de protéger efficacement comme l'attendent nos concitoyens. Philippe Dallier, a priori ça c'est du bon sens, effectivement, faire passer la police au numérique, on a envie de dire enfin, est-ce que pour autant elle en a les moyens ? Enfin, au numérique, je ne sais pas ce qu'on veut dire quand on dit faire passer la police au numérique. Il faut effectivement des officiers de police judiciaire. Je pense je crois savoir qu'il y a un léger problème de recrutement parce que ces tâches-là, effectivement, ne sont pas considérées comme les plus intéressantes et pour autant, elles sont fondamentales dans la procédure. Parce qu'on sait bien qu'il arrive assez souvent, une fois qu'on se retrouve au tribunal, que les procédures soient considérées comme n'étant pas suffisamment, quel terme utiliser, propre, voilà, en tous les cas, utilisable. Donc, on ne va pas faire disparaître ce travail-là. Il faudra toujours prendre des plaintes, il faudra toujours rédiger les procès-verbaux. Voilà. Alors maintenant, j'ai entendu parler de procédures ou en tout cas de compte-rendu à l'oral. Là, ça serait effectivement une certaine révolution. Je pense qu'il y a d'éminents juristes au Parlement. Il va falloir mettre tout cela à plat et voir ce qui est acceptable et ce que la justice, de l'autre côté, acceptera et que les procédures soient absolument sécurisées. C'est fondamental. Parce que ça, c'est un vrai problème, Patrick Lefebvre, vous nous le confirmez, cette lourdeur administrative, c'est un souci quotidien pour les policiers et les gendarmes? Alors je dirais que nous, en police municipale, on ne peut pas parler vraiment, on ne fait pas une multitude de procédures comme ça peut être fait en police nationale ou en gendarmerie. Déjà, chez nous, on n'a pas d'officier de police judiciaire, donc la plupart des procédures sont des procédures qu'on rédige, qui sont transmises ensuite. Ensuite, on donne du travail, effectivement, de procédures aux gens qui vont prendre le relais derrière nous, aux OPJ, etc. Maintenant, qu'on simplifie et que... avec une sécurisation, bien entendu, qu'on simplifie ces choses-là. Et pour laisser plus de temps pour faire les autres tout ce qui est fait pour gagner du temps, bien entendu, c'est positif. Et dégager des effectifs. Je voudrais qu'on compare ces deux propos. Celui de Gérard Collomb dans Le Monde de cet après-midi, je le cite, « Les délinquants doivent savoir qu'avec la PSQ, police de sécurité du quotidien, ils seront davantage arrêtés, poursuivis et sanctionnés. » Et je voudrais qu'on le compare avec ce propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat, replacer le service du citoyen au cœur du métier de gendarme et de policier. C'était ça la mission qu'il voulait donner à cette PSQ, police de sécurité du quotidien. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait le même discours entre ce qui était la promesse de départ et ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Jacques de Maillard ? Je ne me rappelais plus de cette citation d'Emmanuel Macron. Pourtant, elle est partout. Replacer le service du citoyen au cœur du métier. Votre appel est bienvenu. Effectivement, quand on écoute ce qui est proposé là, on a beaucoup de propositions qui visent à renforcer les pouvoirs des policiers. Possibilité sous le contrôle du juge d'éloigner de leur quartier des personnes ayant commis une infraction, forfaitisation de certaines infractions. Oui, moi j'entends un discours plus répressif aujourd'hui que ce qui était la indéniablement promesse un déplacement s'est opéré avec le pari qui est le suivant, c'est que donner plus de pouvoir aux policiers, je crois qu'une large partie du discours de Gérard Collomb consistait à rassurer les policiers. Le pari qui est fait, c'est que en leur donnant plus de pouvoir et en les rassurant, on va les faire adhérer à la réforme. Et donc ça, c'est un pari qu'ils ont fait, dont on peut discuter. Il y a effectivement un déplacement qui s'est opéré par rapport à la dynamique initiale. Je crois que l'une des questions centrales va être l'évaluation de cette réforme. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux pouvoirs donnés aux policiers ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la forfaitisation ? Est-ce que ça va les rendre plus efficaces ou pas ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire tout court dans leur quotidien ? Qu'est-ce que va faire cette police de sécurité du quotidien ? On nous parlait de lien avec le citoyen, de pédagogie. Aujourd'hui, on parle plutôt de répression. Éric Lejoindre, est-ce que vous avez une inquiétude sur cette mission qui est en train de se transformer ? Mais non. D'abord parce que je constate que sur toutes ces questions, on a un dialogue avec la commissaire du 18e, avec le préfet de police, et donc on arrive à avancer. C'est peut-être pas ce sur quoi le ministre Collomb a le plus insisté, mais il y a un travail qui est fait, en tout cas que moi je constate dans le 18e, avec la volonté du commissariat de la police d'être effectivement plus en contact des citoyens, avec des moyens. Bon, ils ont créé une adresse mail spécifique. Enfin, voilà, donc il y a cette nécessité de faire en sorte que les habitants soient même mieux informés de ce que fait la police, et donc comprennent mieux ce qui se passe. Mais ça ne peut pas se substituer effectivement à la réalité du travail de la police. Et il y a là, de mon fauteuil de maire, et une interrogation sur ce qui est effectivement l'objectif entre ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut coproduire, comme on dit localement, ce qui est déclaré nationalement.
voilà, en même temps, je pense que le temps va permettre d'aplanir tout ça. Mais la dynamique qui consiste à dire qu'il faut que la police, elle soit plus en contact avec les habitants, y compris avec les habitants qui n'ont pas de problème avec la police, celle-là, elle a du sens. Parce qu'on voit bien sur nos territoires que les gens peuvent être aussi inquiets, ne sachant pas ce que fait la police. Or, la police, elle doit être là aussi pour rassurer. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas une clarté absolue c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez constaté, ce changement de discours ? Je ne m'attache pas tellement à ce changement de discours. Vous savez, si vous demandiez aux Français ce qu'ils attendent de la police, je crois que tout le monde aurait la même réponse, qu'ils assurent la sécurité et la tranquillité publique. Enfin, point barre. Après, la manière dont on emploie les forces, effectivement, je pense que nos concitoyens, peut-être une meilleure information. Exemple, les gens se plaignent souvent d'aller déposer une plainte à un moment donné, et derrière, silence radio. Aucun retour, on ne sait pas. Voilà. Et ça, je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Donc il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là. L'accueil dans les commissariats, mais ça passe par le problème des locaux et un meilleur accueil, plus de moyens. Enfin voilà, on peut améliorer la relation citoyen-police sous cet angle-là. Mais ce qu'attendent les Français, c'est d'abord de l'efficacité sur le terrain, c'est-à-dire que les malfaisants soient empêchés de nuire. Voilà, je crois que c'est clair et net. Et force nous est de constater, particulièrement en Seine-Saint-Denis, qu'il y a un tel décalage ressenti entre ce que les gens constatent sur le terrain et ce qu'ils vivent et les moyens dont dispose la police nationale que c'est pas possible. Moi, au commissariat de Bondy, Bondy les pavillons sous bois, ça fait 90 000 habitants. Il doit y avoir 110 policiers nationaux. Je sais pas combien il y en a pour le 18e arrondissement, qui doit faire 200 000 habitants, mais on est dans des 200 000 habitants, mais combien de... Plus 12 millions de touristes par an, plus... Je sais, mais pour autant, les chiffres dans nos deux commissariats, à mon avis, sont sans commune mesure. Et dans un département comme le mien, où on parle plus de quartier avec des problèmes, c'est le département qui a des problèmes, et toutes les communes qui connaissent des problèmes. Et il y a un problème, effectivement, d'inadéquation entre les moyens mis à la disposition par l'État sur le terrain et les problèmes rencontrés en face. Donc c'est vrai que ces 30 quartiers... Bon, ça va dans le bon sens, tant mieux. Mais c'est une première étape. Hein. Oui, très bien. Mais ça me semble tellement encore éloigné de nos besoins. Et voilà. C'est pas que ça me laisse perplexe, mais je demande à voir. Ouais. Patrick Lefebvre. Et moi, je pense qu'il ne faudra pas que monsieur le ministre oublie de prendre en compte également les attentes des policiers municipaux. On a, pour Force ouvrière police municipale, nous avons appelé pour le moment au boycott de cette police de la sécurité du quotidien. Parce que ça fait 20 ans qu'on réclame la prise en compte du volet social. Bon, tout à l'heure, monsieur le sénateur le disait, la police municipale que vous avez connue il y a 20 ans, au début de vos mandats, c'est plus celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la police municipale, elle est professionnelle, elle a plus de compétences. Et on en rajoute, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une réforme, on prend une brouette, on en remet un petit peu par-dessus. Et ça fait 20 ans que les policiers attendent que leurs primes soient incluses dans leur retraite, une revalorisation salariale, une doctrine d'emploi qu'on nous promet depuis des années et qu'on attend toujours. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'effectivement la police de sécurité du quotidien intervient à un moment où le mal-être des policiers semble plus fort que jamais. Il y a quelques jours sur Public Sénat, on recevait Jean-Marie Godard, qui est journaliste qui a passé plusieurs mois aux côtés de policiers avant de publier Parole de flic, l'enquête choc. Voilà ce qu'il dit sur les policiers. Ils ont en plus le sentiment de ne pas être considérés. À chaque fois qu'il y a un problème, avant même qu'une enquête soit ouverte, il y a une présomption systématique de culpabilité contre eux. Gérard Collomb lui-même est revenu tout à l'heure sur ce mal-être. On l'écoute. Et j'ai vu partout une certaine lassitude. La lassitude de se dire qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir accomplir ces missions. La lassitude de dire qu'on est délégitimé d'une certaine manière, que l'on passe son temps à remplir des procédures administratives inutiles. Le but de la sécurité du quotidien, c'est de remédier à cette lassitude et de donner une nouvelle impulsion. Il nous reste très peu de temps, donc je voudrais faire un dernier tour de table sur cette question. Est-ce que finalement, cette police de sécurité du quotidien n'ajoute pas une nouvelle couche, une charge supplémentaire à des policiers et des gendarmes qui sont déjà à bout ? Je crois qu'ils se sont attachés à l'éviter. Je pense que c'était l'un des écueils centraux de la réforme. Ils n'ont pas ajouté de nouvelles unités. La gendarmerie a ses brigades de contact qu'elle va déployer. La préfecture de police va sans doute mettre en place un pôle, ça reste encore un peu indéfini, qui sera un pôle police de contact. Je crois qu'ils se sont attachés à éviter ça. Je pense qu'ils se sont attachés beaucoup, ils l'ont mis en avant au début, à
prendre en compte cette parole des policiers. Ce qui est très frappant, c'est l'écart énorme qu'on a entre le niveau de confiance et les opinions positives que les Français ont vis-à-vis de la police et de la gendarmerie, et le sentiment que les policiers ont. Et ça apparaissait dans l'étude, c'est que les gendarmes, et encore plus les policiers, ont l'impression que globalement, la population ne leur fait pas confiance. Peut-être parce que ceux qui s'adressent à eux ne le font pas de manière très C'est cordiale, un biais du priori. métier. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un enjeu qui est absolument central dans cette réforme, c'est comment est-ce qu'on peut casser ce cercle vicieux pour le transformer en cercle vertueux. Et du mal-être des policiers. Éric Lejoindre. Pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question, parce que moi je vois la police de l'extérieur, mais d'abord j'ai le sentiment que dans beaucoup des annonces qui ont été faites, on retrouve des dispositifs qui existent déjà. Alors on l'appelle police de sécurité quotidienne, là avant on l'appelait mission prévention communication, mais la réalité du travail, notamment de contact avec la population, elle existait déjà. Il faut la réaffirmer, je pense que c'est très bien. Je crois aussi qu'il faut avoir là une approche assez territoriale. Les missions ne sont pas les mêmes sur tous les territoires. Et il y a d'ailleurs des capacités de simplification qui existent déjà. Moi, je prends un exemple sur la question des ventes à la sauvette. Quand il y a eu un dialogue entre les policiers et le procureur de la République qui a permis d'avoir un PV simplifié, ils ont beaucoup allégé le travail des policiers. Donc voilà. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question. Je crois que c'est un sujet qui concerne vraiment les spécialistes de la police. Pour le coup. Il nous reste 30 secondes pour conclure. Philippe Dallier. Je pense que les Français ont beaucoup d'estime pour la police nationale. Ils râlent parfois les Français parce qu'ils aimeraient qu'il y ait plus de policiers. Mais je crois qu'ils ont bien conscience que tous les jours, ils risquent leur vie pour défendre notre sécurité. Ça, j'en suis persuadé, et c'est d'ailleurs ce que mes concitoyens me disaient. Mais ça ne les empêche pas, les Français, de considérer qu'effectivement, quand parfois ils appellent le commissariat et qu'on leur dit qu'il n'y a pas de voiture, ça les fait râler. Mais ce n'est pas les policiers qui sont en cause individuellement, c'est effectivement l'organisation de nos forces de police et les moyens que le Parlement, le gouvernement met à disposition. Patrick Lefebvre, quelques mots pour conclure. Oui, je rejoins un petit peu ce que vient de dire le sénateur. Moi, je pense que la population a malgré tout aime bien sa police. La difficulté pour les policiers de terrain, c'est que on a vu, suite aux attentats, on a héroïsé un petit peu les fonctionnaires de police. Et puis quelques mois après, sur des interventions un petit peu, dont on a d'ailleurs toujours pas l'issue aujourd'hui, on les a démolis. Donc c'est difficile à s'y retrouver. Et on aura l'occasion d'y revenir sur Public Sénat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Vincent Jauvert à Anne-Sophie Beauvais. Ils vont débattre des avantages et des dérives supposées de la haute fonction publique française, dénoncées par le grand reporter de l'Obs. Mais avant de lancer la discussion, définissons précisément ce qu'est un haut fonctionnaire d'État. C'est avec Flora Sauvage. On les trouve partout, y compris au sommet de l'État. Les hauts fonctionnaires exercent à la Cour des comptes, au Conseil d'État, dans les ministères. Certains sont même membres du gouvernement. Souvent énarques, comme le chef de l'État et son Premier ministre, certains, à l'instar d'Emmanuel Macron ou de Bruno Le Maire, ont démissionné de la fonction publique. Mais la plupart, comme Édouard Philippe, préfèrent garder ce filet de sécurité. Dans le monde de la haute fonction publique, il est fréquent que des conseillers d'État ou des inspecteurs de Bercy partent dans le privé, tout en monnayant leur connaissance des faiblesses de l'État. En décembre dernier, la Cour des comptes épinglait les salaires des hauts fonctionnaires. Près de 600 d'entre eux ont touché en 2012 plus de 150 000 € par mois, la rémunération plafond du chef de l'État et du Premier ministre. Au ministère de l'Économie et des Finances, près de 150 cadres ont touché en 2015 plus de 150 000 € par an. Mais de fortes disparités existent. L'ambassadeur de France en Afghanistan toucherait 29 000 € net contre 20 000 € pour les ambassadeurs basés au Yémen, en Irak ou à Washington, des postes à enjeux stratégiques. Des rémunérations jugées trop élevées et non justifiées par la Cour des comptes. Le ministre des Comptes et de l'Action publique, Gérald Darmanin, s'est engagé à procéder sans délai aux régularisations nécessaires et à poursuivre la réduction des écarts de rémunération. Et avec nous pour ce match des idées, Vincent Jauvert, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Les Intouchables d'État, bienvenue en Macronie. Anne-Sophie Beauvais, vous êtes directrice générale de l'Association des anciens élèves de Sciences Po, rédactrice en chef du magazine Émile. Vincent Jauvert, vous avez donc enquêté sur plusieurs centaines de hauts fonctionnaires. Le premier sujet qui interpelle, il y en a d'autres, on va y revenir, mais ce sont les rémunérations. Expliquez-nous un peu, 150 000 € par an, c'est bien cela, en moyenne, en 2015 ? Si vous voulez... je me suis intéressé à la rémunération des hauts fonctionnaires parce qu'elle est secrète. À la différence d'autres pays, on ne connaît pas la rémunération des hauts fonctionnaires. Et donc, quelqu'un ou plusieurs personnes qui étaient désespérées de ce fait-là m'ont donné des notes secrètes, comme un peu le code nucléaire,
sur, d'une part, les hautes rémunérations à Bercy, donc, qui sont au-delà de 150 000 euros par an, c'est-à-dire le salaire du chef de l'État, il y en a 150, mais aussi une note encore plus secrète à François Hollande sur ceux qui gagnent plus que lui dans l'ensemble de la fonction publique, qui sont à peu près 600. Alors, je ne dis pas que c'est trop, j'en sais rien, c'est aux Français de juger. Ce qui me semble aberrant, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est que ce soit secret. Parce que le fonctionnaire le mieux payé de la République, d'après ce que j'ai compris, ce serait le gouverneur de la Banque de France, c'est ça? Il semblerait, 350 000 euros bruts annuels. Ah, oui, c'est ça, plus des jetons de présence à la Banque de règlement internationaux. Anne-Sophie Beauvais, est-ce que ce sont des accusations ou des rémunérations qui vous choquent? Qu'est-ce qui vous choque? Moi, ce qui me choque un tout petit peu dans votre ouvrage, si je peux me permettre de le formuler ainsi, c'est que c'est un ouvrage qui est quand même très à charge. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un prisme pour regarder la haute fonction publique. Et quand je dis à charge, c'est que déjà, il faut regarder le nombre de personnes que ça concerne. D'abord, on est sur un tout petit nombre, parce que quand on lit votre ouvrage, on a tendance à refermer ce livre en se disant mais c'est pas possible, c'est tout l'appareil de l'État. Tous pourris tous dans une forme de conflit d'intérêts, tous avec des salaires. Donc évidemment, parce qu'en plus vous énumérez des cas de personnes les uns derrière les autres. Donc quand on referme ce livre, franchement, il y a peu de nuances. Alors les nuances, moi je peux en apporter quelques-unes. Il faut regarder ces rémunérations. D'abord, elles touchent peu de monde sur l'ensemble. On a 5 millions de fonctionnaires. On doit avoir dans ces fonctionnaires 15 000, 20 000 hauts fonctionnaires et on parle de 600 personnes. Donc déjà, il faut relativiser un petit peu. Il s'agit en gros, pour aller vite, de ceux qui sont nommés en Conseil des ministres. Hein. Donc c'est un échantillon effectivement petit, de 600 personnes, mais ce sont ceux qui tiennent l'appareil d'État. Donc, vous avez parfaitement raison, je ne m'intéresse pas à l'ensemble de la fonction publique, ni même à l'ensemble de la haute fonction publique. Mais je vous assure que celle qui est la très haute fonction publique qui dirige l'État. Voilà. Et quand on ferme votre livre, parce que moi, j'allais dire, j'ai un petit peu, de par ma fonction, je peux faire moi-même les nuances qu'il convient et faire un petit peu la part des choses. Mais pour quelqu'un qui prend ce livre, il va avoir de sérieux doutes sur la haute fonction publique, sur l'appareil d'État, à une période où il me semble... Fausses. Ah bah oui. Alors dites-moi. Oui, j'en ai trouvé. J'ai trouvé, d'abord, vous parlez de Sciences Po, pour le coup, une école que je connais bien. Là aussi, quand je dis pas beaucoup de nuances, c'est que vous n'expliquez pas quel est le modèle de Sciences Po. Vous dites que le montant de la rémunération du directeur de Sciences Po... Oui. Non mais... Dites-moi ce qui est le double de celle d'un directeur d'université. Oui, c'est exact. Ça, c'est parfaitement exact. Bon. Simplement, quand vous ne mentionnez pas que nous ne sommes pas dans un statut complètement public. On n'a pas du tout le même budget qu'une université. Non, pour le coup. Non, mais quand on ne précise pas tout le problème, on donne une vision qui est partielle et un petit peu partiale de la chose. Sciences Po... parce que je vous explique que Sciences Po a un budget qui fait à peu près le double de celui d'une université normale. Qui n'est pas financé en partie par l'État ? Qui est financé en partie par l'État et en partie par des fonds privés, ce qui n'est pas le cas des universités. Donc ne serait-ce que de dire cela, si vous voulez, la façon dont vous le présentez, on a l'impression que ce directeur de Sciences Po touche une rémunération qui est hors des clous, ce qui n'est pas vrai compte tenu du modèle. On va laisser répondre Vincent Jauvert, peut-être ? Ce que je dis, c'est que l'actuel directeur de Sciences Po a été choisi alors qu'il était très jeune, qu'il n'avait aucune expérience en matière d'éducation. Simplement, il était conseiller d'État, comme le patron du conseil d'administration de l'époque et comme son prédécesseur, et qu'il a été choisi contre, tenez-vous bien, M. Blanquer, qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des grands en matière d'éducation et qui était à l'époque patron de l'ESSEC. Et donc je m'interroge sur le choix... Vous avez bien raison de vous interroger. Sur le choix de cet homme-là à ce poste-là. Mais simplement, Sciences Po, c'est à l'origine pour le coup, mais on peut parler d'autres exemples. Oui, on va pas rester 10 minutes sur Sciences Po, je voudrais juste... Voilà, on pourrait parler de Benjamin Griveaux, parce que le problème, moi je le connais pas, Benjamin Griveaux, donc j'en parle de manière très à l'aise, mais la façon dont vous présentez les choses aussi pose question. On va y venir parce que c'est un autre sujet, c'est le conflit d'intérêts. Juste, pour savoir si cette situation est une exception française, cette question des rémunérations, on s'est demandé combien gagnaient les hauts fonctionnaires chez nos voisins européens, effectivement. En Grande-Bretagne, l'un d'entre eux a confié au Times qu'il gagnait 243 000 euros par an. En Italie, dès 2014, les salaires des hauts fonctionnaires ont été diminués. Leur rémunération a été alignée sur celle du chef de l'État, soit près de 240 000 euros par an. J'ai l'impression qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur en France et ailleurs en Europe. Mais il me semble que la différence, c'est que ici, c'était public. C'est tout ce que je dis. Comme je vous l'ai dit au début, la différence, c'est qu'en Grande-Bretagne, tout simplement. Et donc,
Parce qu'en Espagne, on peut effectivement consulter très librement les revenus des hauts fonctionnaires et sur en Internet. Grande-Bretagne aussi. Et donc, quand c'est flou, comme dirait Martine Aubry, hein, c'est qu'il y a un loup. Et que donc, probablement, je dis probablement, parmi les 600 ou les 150, il y en a qui sont un peu trop payés. C'est tout ce que je dis. Et voilà, c'est tout. Outre la question des rémunérations, il y a effectivement le principe d'une supposée caste de la haute fonction publique. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce qu'avait écrit le candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle dans son livre Révolution. Il fustigeait, je cite, « les hauts fonctionnaires qui se sont constitués en caste ». Il promettait d'en finir avec leur protection hors du temps. Écoutons maintenant Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie. En 2015, lorsqu'il est député de l'Eure, voilà ce qu'il déclare. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'ancienne présidente de l'INA, qui a été licenciée parce qu'elle avait 40 000 € de notes de taxi, qui est recasée dans un ministère. Copinage et recasage. Voilà aujourd'hui les deux règles de la République. Les affaires ont fleuri aussi sous la précédente majorité, Bruno Le Maire. Bien sûr, c'est bien pour cela que je réclame de nouvelles pratiques politiques, que je demande le non-cumul des mandats, que je demande qu'on renouvelle les générations politiques, que je demande à tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique de démissionner de la fonction publique pour renouveler les générations. Anne-Sophie Beauvais, on entend les dénonciations, les déclarations à valeur d'exemple. On a l'impression pour autant que cela n'a pas vraiment changé quand on lit le livre de Vincent Jauvert. En même temps, ce que vous citez comme parole d'Emmanuel Macron, on commence quand même à voir, j'allais dire, une concrétisation de ce qu'il pensait. Emmanuel Macron, je pense que sa philosophie est assez simple. Il veut casser les rentes. Et il le dit de manière extrêmement claire pendant sa campagne. Moi, je l'ai entendu même s'exprimer devant les étudiants de Sciences Po alors qu'il était encore que ministre de l'économie de cette façon-là. Il faut briser les rentes, ne pas laisser les gens s'installer dans des castes. Et là, je trouve que son projet de loi qui s'annonce sur la fonction publique, il a touché à ce totem de la fonction publique en posant en tout cas de vraies bonnes questions. Et votre livre, d'une certaine manière, les pose, ces vraies bonnes questions. La transparence des salaires, on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est un vrai sujet. Le fait d'avoir un statut à vie, c'est-à-dire d'être garanti, d'avoir, quoi qu'il arrive, même si on part dans le privé, la garantie de revenir, c'est une question en tout cas qui mérite effectivement d'être posée et de renforcer tous les garde-fous déontologiques, éthiques, pour éviter les conflits d'intérêts, parce que là où vous avez raison, dans votre livre, vous le mentionnez, la commission, effectivement, qui est chargée de surveiller tout ça, est faible en moyens. Donc, renforcer son pouvoir, ce serait tout ça. Ce sont des vraies bonnes questions. Simplement, il faut aller les chercher dans une espèce d'énumération qui est quand même très à charge, je le redis. Tout de même, Anne-Sophie Beauvais nous dit ça va dans la bonne direction. Vous, votre titre, je le rappelle, Les Intouchables d'État, bienvenue en Macronie. Donc, pour vous, Emmanuel Macron ne va pas vraiment dans la bonne direction, si? Alors, d'abord, Monsieur le maire a, lui, démissionné, et c'est le premier. Il l'a pas fait comme Emmanuel Macron juste avant d'être élu. Il l'a fait, ou d'être nommé. Il l'a fait il y a longtemps. C'était le premier. Voilà. Donc il a vraiment une cohérence sur ce sujet, comme d'autres d'ailleurs qui ont démissionné. Madame Pécresse, Madame Kosciusko-Morizet. Donc il y en a qui ont compris que c'était un problème pour les Français de ce cumul entre l'exécutif en quelque sorte et le politique, l'administration et le politique. Alors, pourquoi la Macronie? Parce que, effectivement, M. Macron dit que les hauts fonctionnaires constituent une caste bénéficiant de privilèges hors du temps, mais dans la pratique, pour l'instant, j'ai dit bien pour l'instant, il a sélectionné autour de lui des gens qui en font partie, totalement. Que ce soit son secrétaire général de l'Élysée, son Premier ministre, sa ministre des Armées, etc. Tous sont issus des grands corps, tous ont fait des allers-retours dans le privé, et tous peuvent revenir, comme le Premier ministre, au Conseil d'État quand il aura perdu. Dites-nous précisément, pour que le téléspectateur comprenne bien, pourquoi ça pose tant de problèmes, cet aller-retour entre le public et le privé, pour qu'on comprenne bien. Vous parlez de conflit d'intérêts, soyons alors, précis. En conflit d'intérêts, il faut bien savoir que ce n'est pas un délit, c'est une situation de fait. Par exemple, Madame Parly et son mari, ou son compagnon, est le patron de l'Agence des participations de l'État, et donc il est en charge notamment des participations de la France, de l'État français dans les industries de défense. Et elle a le portefeuille des armées. Bon. Et donc, le compagnon de Madame Parly, monsieur Martin Vial, se déporte, comme on dit, des questions de défense. Ça veut dire que l'État s'adapte au couple et non pas l'inverse. Ça veut dire qu'ils étaient en situation de conflit d'intérêts, de fait, et ils l'ont réglé de cette façon-là. Mais il y en a plein dans la Macronie, beaucoup,
Il y en a. Vous les épinglez tous, hein, vous épinglez effectivement Benjamin Griveaux. Je ne les épingle pas, je les note. Ce n'est pas la même chose. Monsieur Griveaux, alors Monsieur Griveaux, c'est pas une question de couple, mais oui, je dis pas qu'il est en situation de conflit d'intérêt, Monsieur Griveaux, pas du tout. Je dis que ça fait partie de ces gens. Vous dites qu'il a été lobbyiste, il a été après dans le public, après il est revenu. Voyez. Oui, mais je dis pas que c'est un conflit d'intérêt, je dis que ça fait partie de ces gens qui on se demande quelle est leur allégeance en quelque sorte. Est-ce que c'est le privé ou est-ce que c'est le public? Oui, mais justement, vous prenez Benjamin Griveaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué quand vous faites un focus soit sur quelqu'un ou sur une situation, parce que Benjamin Griveaux, c'est pas un haut fonctionnaire déjà. Il est pas, c'est pas quelqu'un qui vient du public. Vous dites. D'accord, mais enfin, il a été conseiller en cabinet ministériel chez Marisol Touraine, ministre de la Santé sous Hollande. Après, il part travailler chez Unibail, qui est une société d'investissement immobilier. Pas de conflit d'intérêts. Simplement, vous nous dites, c'est quand même très problématique, ces personnes qui ont été en cabinet ministériel et puis qui après se retrouvent à des directions d'affaires publiques. Ouais. Alors là, j'ai envie de vous répondre. Mais je ne suis pas seul à le dire. Hein. Vous savez que le Sénat, par exemple, a voté plusieurs amendements cet été à la loi sur le Sénat, justement, sur la moralisation de la vie publique, demandant à ce que ceci ne puisse pas avoir lieu. Mais ceci quoi? Parce que le passage direct d'un cabinet ministériel à la fonction d'affaires publiques. Dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir pour le coup. Parce que je suis d'accord avec vous, quand on est au ministère de la Santé et qu'on passe dans un laboratoire pharmaceutique, on peut se poser une vraie question. Là, pour le coup, je ne le connais pas, Benjamin Griveaux. Je vous rappelle qu'il a travaillé avec Dominique Strauss-Kahn aussi. Non, oui, sans s'attarder sur un cas en particulier, expliquez-nous concrètement ce qui se passe. Vous dites les hauts fonctionnaires de Bercy deviennent conseillers fiscaux pour des grands groupes privés parce qu'ils connaissent les faiblesses des lois fiscales. Il y a clairement un conflit d'intérêts. Il y a un exemple très... Ça, c'est pas moi qui le dis en l'espèce. Là, c'est Michel Sapin qui a été 2 fois ministre des Finances qui le raconte dans le livre. Il trouve ça absolument scandaleux. Il y a un exemple très précis. Vous vous souvenez de cette affaire de la taxe des 3% sur les dividendes qui a été retoquée au Conseil constitutionnel. Qui a déposé le recours au Conseil constitutionnel? C'est un avocat fiscaliste qui vient de Bercy, qui connaissait cette faiblesse-là. Voilà. Alors là, effectivement, il y a conflit d'intérêts, c'est clair. Anne-Sophie Beauvais. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que votre livre pose de bonnes questions et je les énumérais. Oui, c'est déjà ça. Mais il faut aller les chercher et être capable d'un tout petit peu de nuance quand on lit votre livre, encore une fois. Mais qu'on renforce les garde-fous déontologiques, c'est une évidence. Et encore une fois, qu'on questionne ce statut du fonctionnaire à vie. Mais il y a d'autres cas, parce que dans le livre, où malgré tout, vous parlez de hauts fonctionnaires qui après vont dans le privé pendant 10 ans, 15 ans, et qui après ne reviennent pas dans la haute fonction publique, mais reviennent dans le secteur public, ce qui est encore un tout petit peu différent. Et c'est des questions qui ne sont pas simples, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de valoriser dans une 2e ou 3e partie de carrière ce qu'ils ont acquis dans une première partie de carrière. Ça dépend où. Donc c'est pour ça que les garde-fous sont importants. Mais on ne peut pas, d'une certaine manière, moi je ne peux pas en vouloir à un Benjamin Griveaux de partir d'un cabinet ministériel pour devenir directeur des affaires publiques dans un grand groupe. Parce que la question qui se pose, c'est que pourquoi n'y a-t-il pas une commission de déontologie qui fait son travail correctement? Je suis d'accord sur cette question. Parce que les grands corps, ceux dont je parle, se sont opposés à la transformation de cette commission de déontologie en une institution forte. Et donc là, on trouve bien ces insouciants qui s'organisent entre eux pour que ça n'ait pas lieu. Mais pour le coup, et encore une fois, je ne suis pas du tout la porte-parole de la Macronie, mais je trouve que vous êtes un peu sévère avec Emmanuel Macron, qui d'emblée a dénoncé vraiment de manière très claire les rentes de situation. Je le dis dès le début du livre. Vous dites il s'entoure, mais regardez le nombre de ministres qui ont été recrutés pour leurs compétences hors de toute haute fonction publique. Il y en a beaucoup, vous citez Blanquer, il y a Majoubi, il y a Hulot, Nyssen, Marlène Schiappa. Il y a Madame Parly, il y a Madame... Donc, il y a la ministre de la Santé. Exactement. Et pour le coup, son projet de loi, pour la première fois, en tout cas, met sur la table quand même cette question du statut du fonctionnaire. C'est autre chose, statut du fonctionnaire. Ah bah non, parce que il ne s'attaque pas... il avait dit à Mediapart, par exemple, qu'il s'attaquerait au grand corps, qu'il n'y aurait plus de classement de sortie, comme sa promotion le voulait, de façon à ce qu'il n'y ait plus ces grands corps-là qui sont une espèce sont des princes de la République. Emmanuel Macron et dans son projet, dans son projet, il ne casse pas les grands corps. Non, je crois pas. Je crois qu'Emmanuel Macron défend cette logique de grand corps avec simplement, pour une raison d'ailleurs très simple, et c'est en ça aussi où votre livre est vraiment à charge, c'est qu'on n'en revient pas aux sources
des concours de la haute fonction publique qui sont très méritocratiques d'une certaine manière. Hein. Oui. Regardez le système américain. Un système américain, c'est vous avez payé très cher la campagne du président de la République et après vous êtes nommé dans des postes d'ambassadeur. C'est pas comme ça que fonctionne notre haute fonction publique. Et c'est en ça où, quelque part, elle a aussi de très bons principes, oui, mais qui ne sont jamais, je le redis, pardonnez-moi, mais jamais rappelés dans ce livre-là. Sur certains points, elle fonctionne très bien. Il nous reste 30 secondes. Mais le problème, c'est que on décide qui seront les princes à vie de la République, à 22 ou 23 ans, et il leur reste les 15 premiers, ou disons les 20 premiers, jusqu'à la fin des temps. Souhaite ça, et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Je précise qu'une table ronde est organisée lundi soir au Sénat sur le rôle du Parlement, avec le soutien des chaînes parlementaires notamment. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Aude Loriot. La journaliste publie ce livre, Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Adepte de la parole rare, il se voulait le maître des horloges, mais les horloges se sont un peu emballées ces derniers temps, puisque le président ne cesse de s'exprimer. Alors, est-ce une rupture stratégique ou de l'improvisation? Et comment articule-t-il ces moments très improvisés avec d'autres beaucoup plus verrouillés? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un président devenu plus bavard. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. J'ai encore un utérus et j'ai encore envie de m'en servir et j'ai encore envie de vivre une vie de maman. J'ai envie de faire plein de choses dans la vie et j'ai envie d'apporter quelque chose, mais cette chose ne sera pas dupliquer mon ADN en fait. Qu'il y ait plusieurs formes d'approche, c'est plutôt positif, puisque les femmes sont multifacettes. Enfin, nous ne sommes pas toutes faites du même moule. Comment toi tu le vis? C'est plutôt le côté, je veux être une femme épanouie et je veux me développer, mais pas au détriment des hommes en fait. Ce qui me dérange principalement, c'est on dit une femme c'est ça doit être ça. Un homme c'est ça doit être ça. Pour moi, ça c'est des stéréotypes de genre qui ne permettent pas à chaque individu d'être qui il a envie d'être. Il faut absolument que les femmes qui réussissent tendent la main à celles qui ont un pas moins rapide. Ma voix compte, ce soir à 23h sur Public Sénat. On va plus loin pour l'entretien du jour et nous recevons Aude Loriot. Bonsoir, vous êtes journaliste spécialisée dans les discriminations. Vous venez de publier avec Mathilde Larère Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance. Vous avez mené en gros une trentaine d'entretiens avec des responsables politiques de tous bords, Najat Vallaud-Belkacem, Laurence Rossignol, Cécile Duflot. Quelle est l'idée générale qui ressort de ces témoignages ? Alors, ce qui ressort, c'est d'abord une grande continuité historique entre, on va dire, la période, grosso modo, qui commence à la Révolution française et aujourd'hui, dans les attaques sexistes, racistes, homophobes. Par exemple, les femmes, en 1793, ont été privées du droit d'association. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient très nombreuses chez les radicaux qui étaient les hébertistes. Et pour dégommer les hébertistes, eh bien, on a dégommé les femmes. C'était une manière de faire coup double. On retrouve un peu le même genre d'attaque sexiste aujourd'hui, avec Cécile Duflot qui, quand elle présente sa loi, va être sifflée pour sa robe fleurie. Et on s'en souvient, absolument. Et on s'en souvient. On retrouve aussi des attaques racistes qui ont une grande continuité. Par exemple, le premier député noir de l'Assemblée nationale, à la fin du 19e siècle, est comparé à un orang-outan. Donc cette comparaison animalière, on va dire, se retrouve par exemple avec Christiane Taubira, qui va être comparée à un singe par la candidate du Front National, Anne-Sophie Leclerc. Et on retrouve aussi des rumeurs sur l'homosexualité de Robespierre qui aujourd'hui peuvent se comparer à celles sur Emmanuel Macron. On va déclencher des rumeurs pour essayer de décrédibiliser. Et on retrouve aussi ce même type d'attaque pour les classes populaires, puisque les classes populaires sont souvent attaquées sur leurs vêtements. Un des députés, Martin Nadeau, au 19e siècle, qui était creusois, a été moqué pour sa blouse. Il est venu en blouse à l'Assemblée nationale. Eh bien, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Philippe Poutou pendant le débat à la présidentielle, un des débats. Il a été moqué pour son t-shirt. Et on retrouve aussi François Ruffin, des attaques similaires sur François Ruffin, député de la France Insoumise. Alors, vous recueillez plein de témoignages. Il y a notamment celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre. Et le soir du débat, elle a eu 2 minutes de moins que les autres sur 15 minutes, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est tellement intégré presque en nous tous que personne ne l'a remarqué.
Tout à fait. Alors ça, c'est pareil. Il y a une grande continuité aussi dans, on va dire, le fait de priver les femmes d'une partie de la parole. Madeleine Pelletier, qui était une féministe, le dénonçait déjà dans la revue socialiste au XIXe siècle. Alors vous mentionnez Nathalie Kosciusko-Morizet, mais il y a eu aussi Sylvia Pinel pendant le 3e débat des primaires socialistes, qui a été constamment interrompue, en l'occurrence c'était par Jean-Luc Benamias, et à tel point qu'elle en a carrément perdu les moyens, elle n'arrivait plus à formuler ses phrases. Et alors il y a eu une étude qui était très intéressante, enfin une étude entre guillemets, qui a été faite par le Média Brut. Ils ont calculé sur les 2 premières semaines du quinquennat le temps de parole des femmes, et ils se sont rendus compte que pendant les 2 premières semaines, elles avaient recueilli que 4% du temps de parole, donc les députés de l'Assemblée nationale, bien qu'elles soient 39% à l'Assemblée. Donc on voit à quel point la parole des femmes, voilà. Et les témoignages sont effarants, hein, Clémentine Autain. En réunion, l'attention baisse lorsque des femmes s'expriment, c'est systématique. Ramayad, vous avez toujours l'impression de déranger, que vous n'avez pas été invitée. Isabelle Attard, Europe Écologie Les Verts, l'ignorance, on nous ignore, on n'est pas là. Elles vous disent toutes la même chose, il n'y en a pas une qui vous dit bon, non, ça va, le milieu politique n'est pas si dur que cela pour une femme? Si, on a par exemple la députée européenne et vice-présidente du Front National, Marie-Christine Arnautu. Alors bon, pour elle, elle dit non, moi je n'ai jamais connu le sexisme au Front National. Mais en même temps, cette députée-là, on voit qu'elle a intégré le sexisme. Par exemple, l'épisode de la robe de Duflot ne la choque pas du tout. Elle dit mais moi j'aurais envoyé des bisous aux députés de l'Assemblée. C'est ce qu'elle nous dit. Enfin voilà, on voit dans son discours, si vous voulez, qu'elle a intégré ce sexisme. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un petit peu de temps pour changer les mentalités, parce que les femmes sont fortes en politique de manière relativement récente finalement? Oui, tout à fait. Alors, la présence des femmes c'est vraiment accrue ces derniers temps. Je donne quelques chiffres, tout simplement. J'ai dit qu'elles étaient 39% de députés, mais elles sont aussi 43% au niveau européen, des députées européennes, 48% de conseillères régionales. Mais en même temps, là aussi, il y a encore des progrès à faire. Elles sont que 13% de maires et seulement 4 femmes sur 18 présidents de région. Donc, on voit là aussi qu'il y a des progrès. Moi, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Par exemple, il y a eu un projet de loi de moralisation de la vie politique en août dernier, qui proposait de rendre inéligibles pour 10 ans les députés qui se rendaient coupables, on va dire, de propos sexistes, racistes ou homophobes. Et cette loi, cet amendement, on va dire, du projet de loi a été retoqué. Donc on voit là qu'il y a encore une marge de progression. Une secrétaire d'État comme Marlène Schiappa, qui défend avec vigueur, on l'a vu, hein, la cause des femmes, si on doit parler de cause, est-ce qu'elle vous semble faire avancer les choses dans le bon sens ? Marlène Schiappa, alors moi, je suis journaliste, je n'ai pas vraiment de jugement de valeur à apporter. Mais journaliste et féministe. Donc vous pouvez avoir un avis sur son travail, sur ce qu'elle fait. Tout à fait. Moi, je suis d'abord journaliste. Je pense que Marlène Schiappa est très féministe. Ça se voit. Par exemple, je suis aussi porte-parole d'un collectif qui s'appelle Prenons la Une, qui milite pour une juste représentation des femmes dans les médias. Et on voit que pendant l'affaire Alexia Daval, elle a vraiment défendu quelque chose que nous, on défend, qui est le fait de ne pas employer des expressions type meurtre, drame familial, crime passionnel, qui minimise en fait les faits. Et elle est très consciente de ces sujets-là, elle est très formée là-dessus, donc voilà, je pense qu'elle fait son job. Merci beaucoup, Aude Loriot, d'avoir été notre invitée ce soir dans l'entretien. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Mathilde Larère, Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance. Merci infiniment. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour toujours plus d'informations. Notre invité dans Territoire d'Info demain matin, c'est Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez au cœur du débat.